Oui, très bien. Excellent. Donc, bonjour à tous. Je m'appelle Dragos Vlad. Je suis médecin de famille et je travaille à la clinique des infections virales chroniques du CHUM en centre tertiaire ainsi qu'à la clinique du quartier latin en médecine, en soins primaires. Aujourd'hui, je vais vous présenter VIH 101, des concepts de base en VIH. Pour ceux qui étaient là la dernière session, la semaine dernière, ça va être la même présentation, donc ça va être un peu répétitif pour ceux qui étaient déjà. Euh, on m'a invité à présenter à ce sujet à la suite d'une capsule lors de laquelle c'était un enjeu. Je crois constater que ce n'était pas l'enjeu principal dans notre capsule d'aujourd'hui, mais ça va me faire plaisir de vous présenter ça aujourd'hui. Donc, tout d'abord, les conflits d'intérêts. J'ai déjà reçu des honoraires de compagnies pharmaceutiques qui produisent des médicaments pour le VIH. Ceci étant dit, aujourd'hui, on ne parlera pas nécessairement de médicaments ni de molécules à proprement parler. On va y aller surtout dans des concepts de base en matière de VIH et les implications légales et tout. Donc, voici les objectifs de la présentation d'aujourd'hui. On va commencer tout de suite avec le premier objectif. Ah non, on va commencer avec un petit quiz. Excusez-moi. Donc, deux petites questions. Donc, première question, quel est le seuil de charge virale du VIH à partir duquel on peut parler d'indétectabilité du VIH? Je vous laisse quelques minutes pour y répondre. Et deuxième question, c'est un vrai ou faux. Donc, vrai ou faux, lorsque la charge virale est indétectable, le risque de transmission du VIH par partage de matériel d'injection ou d'inhalation de drogue est nul. Donc, je vous laisse quelques minutes pour y répondre et on va revenir à ces questions-là à la fin de la session. Parfait. Donc, allons-y tout de suite. Ce qu'il faut savoir tout d'abord d'un point de vue épidémiologique, ah, intéressant, les réponses, on va y revenir. D'un point de vue épidémiologique, ce qu'on voit dans les dernières années, c'est qu'il y a quand même une augmentation des nouveaux cas diagnostiqués de VIH. En 2023, on notait une augmentation de 35 depuis 2022. On voyait cette augmentation-là dans la plupart des provinces, mais c'était particulièrement effarant dans les prairies, où on voyait une augmentation très significative du nombre de nouveaux diagnostics. Euh, Cette augmentation-là massive, c'était surtout chez les utilisateurs de drogue par injection, ainsi que les membres des communautés des Premières Nations ou métis. Au Québec, donc les nouveaux diagnostics sont en hausse partout au Canada. Au Québec, on ne fait pas exception. On voit également une augmentation du nombre de cas. Euh, on dit qu'en 2022, c'est une augmentation de 78 par rapport à 2021 qui s'explique par plusieurs facteurs, là, notamment le rattrapage du dépistage du VIH par rapport à l'état pré-pandémie, un afflux migratoire un peu plus important, puis on a passé plus de tests de détection, donc on a trouvé plus de cas. Si on regarde comment ça s'articule en fonction des différents facteurs de risque, vous voyez la courbe un peu bleu foncé. C'est les personnes originaires de pays où le VIH est endémique, donc la plus migratoire qui semble avoir la plus haute augmentation, l'augmentation la plus significative. Par contre, on voit encore une augmentation des cas par rapport aux années antérieures chez les ARSA, donc les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, ainsi que chez les personnes hétérosexuelles et chez les personnes utilisatrices de drogue par injection. On m'a demandé de faire des liens un petit peu avec les troubles concomitants, puis je trouvais ça intéressant de vous présenter quelques statistiques sur notre clinique ici au CHUM. Parmi les patients nouvellement admis à la CIVC, donc la clinique des infections virales chroniques, entre 2021 et 2023, on avait 22 qui étaient en situation d'itinérance, puis ce chiffre-là a été probablement sous-estimé parce qu'on utilisait le code postal qui était inscrit dans OASIS, donc qui peut parfois ne pas refléter la réalité de nos patients. Il y a 17 des patients nouvellement admis qui avaient nécessité les services de l'équipe mobile, donc qui est une équipe de proximité qui accompagne les patients et dont l'objectif est de les amener à être indétectables.
40% présentaient un trouble de santé mentale quelconque. C'est la comorbidité qui était la plus prévalente dans notre échantillon chez notre clientèle. Les autres comorbidités étaient entre autres l'hypertension artérielle, le diabète, les troubles neurocognitifs, douleurs chroniques, etc. Mais c'était dans des proportions quand même moindres que les problèmes de santé mentale. Et on avait le tiers de nos patients qui avaient un trouble d'usage de substances, principalement de stimulants, donc cocaïne, crack, méthamphétamine. 29%, donc le tiers du tiers, avait un trouble d'usage d'opioïdes euh, parmi nos participants, parmi nos patients nouvellement admis. Donc, le VIH, quelques notions de base. Le VIH, c'est un virus, tout d'abord. Donc, c'est le virus de l'immunodéficience humaine. C'est pas, les virus ne mangent pas, ne respirent pas, ils ne font que se répliquer. Puis, le VIH a besoin d'un hôte pour se répliquer. Comment le VIH va fonctionner? C'est qu'il va s'intégrer aux cellules immunitaires et utiliser les mécanismes de ces cellules-là pour se répliquer et donc infecter d'autres cellules et faire monter donc la charge virale, donc le nombre de copies du virus qui est dans le sang. Le virus va s'attaquer principalement aux lymphocytes T CD4. On va parler des CD4 pour le reste de la présentation. Donc, deux concepts clés ici. On n'ira pas dans le cycle de vie du VIH au complet, là, mais les deux concepts clés que j'aimerais qu'on retienne aujourd'hui, c'est la charge virale, qui est le nombre de copies du virus détectées par millilitre de plasma. Donc, ça, c'est quelque chose qu'on peut mesurer en laboratoire. Et le décompte des CD4, c'est le nombre absolu relatif de lymphocytes T CD4 dans le plasma sanguin. Et c'est un indicateur de l'état du système immunitaire du patient. Le VIH ne se guérit pas. Il n'existe donc pas de traitement curatif. Par contre, à l'heure actuelle, par contre, il existe des traitements qui permettent de contrôler l'infection, ce qui fait en sorte que nos patients ont la même espérance de vie que les personnes qui ne vivent pas avec le VIH. Euh, donc, c'est quand même des progrès significatifs dans les dernières décennies. Alors que dans les années 80-90, même au début des années 2000, c'était une véritable hécatombe. Euh, donc, c'est ça. Les traitements antirétroviraux, où on va parler de trithérapie, par exemple, euh, vont avoir deux objectifs principaux. Le premier, ça va être de baisser la charge virale le plus possible, donc pour rendre le patient indétectable. Et par le fait même, donc s'il y a moins de virus qui circulent dans le sang, moins de virus qui peuvent s'attaquer aux cellules du système immunitaire, donc d'augmenter le nombre de CD4. Donc ça, c'est les deux objectifs du traitement antirétroviral. Si on regarde un petit peu l'histoire naturelle du VIH, comment ça va s'orchestrer tout ça, on va avoir tout d'abord, on peut parler de quatre stades différents, quatre stades distincts. On va avoir la primo-infection ou la phase aiguë de l'infection par le VIH, où il va y avoir vraiment une grosse réplication virale. Le virus va se répliquer vraiment rapidement et infecter plein de cellules dans le système immunitaire. La charge virale va être très, très, très élevée pendant cette période-là et donc on va avoir un haut risque de transmission. La primo-infection peut être symptomatique comme elle peut être asymptomatique. Lorsqu'elle est symptomatique, elle va se manifester par des symptômes d'allure grippale, mal de gorge, des ganglions, un état de fatigue généralisé, de la fièvre. Donc, ça peut être assez non spécifique. Et donc, chez les patients qui ont des facteurs de risque, ça peut être pertinent de le garder en tête là, lorsqu'ils présentent de tels symptômes là, et qu'on veut faire un dépistage ou que ça ne répond pas au traitement habituel. Euh, Par la suite, le virus va rentrer dans une phase de latence qui va souvent être asymptomatique, pendant laquelle, tranquillement pas vite, les CD4, donc le système immunitaire, va baisser. Puis cette phase de latence-là peut s'échelonner sur plusieurs années, pendant lesquelles les patients ne vont pas nécessairement avoir de symptômes. Euh, Lorsque les CD4 commencent à être plus bas,
On va avoir une phase un peu plus symptomatique. Donc, les patients vont commencer à avoir des symptômes, perte de poids, diarrhée, des problèmes visuels ou neurologiques, etc. Et lorsque les CD4 baissent en bas du seuil de 200 cellules par millimètre cube de plasma, c'est vraiment là qu'on va parler du stade SIDA, qui est le dernier stade de l'infection par le VIH. C'est alors qu'on va voir les infections qu'on dit opportunistes apparaître. Quand on parle d'infections opportunistes, on parle d'infections qui, chez la population qui ne vit pas avec le VIH, ne vont pas nécessairement causer de symptômes ou ne vont pas causer de maladies, mais chez les personnes vivant avec le VIH, on va avoir vraiment des gros syndromes de ces maladies-là. Ce qui est important de retenir de cette slide-là, c'est vraiment que VIH n'égale pas SIDA. C'est pas la même chose. On a souvent tendance à entendre ces deux termes-là interchangés et ça peut venir avec un certain stigma. Donc, le SIDA, c'est vraiment le dernier stade de l'infection par le VIH qui va survenir des années sans traitement après le début de l'infection et va se caractériser, donc, comme on l'a dit, par un décompte des CD4 qui est inférieur à 200 ou encore par la survenue d'infections opportunistes. Donc, message clé à retenir. Mode de transmission du VIH, on va y aller rapidement là-dessus. Euh, Transmission sexuelle, transmission sanguine, donc par partage de matériel d'injection, d'inhalation, il peut y avoir une transmission du VIH de cette façon-là, ou encore une transmission périnatale, donc lors de la grossesse, l'accouchement, l'allaitement. Ça prend une une porte d'entrée, une porte de sortie et une charge virale qui est élevée. Euh, pour qu'il y ait de transmission, il faut aussi qu'il y ait un contact avec des liquides biologiques. Donc, les 5 liquides biologiques qui vont contenir des copies du virus, ça va être le sperme et le liquide prééjaculatoire, les sécrétions vaginales, les sécrétions anales et rectales, le sang et le lait maternel. Ce qui est important à retenir ici, c'est que, il n'y a pas de risque de transmission du VIH en embrassant, notamment. Très peu de charge virale très peu de virus dans la salive. Euh, En éternuant, en serrant la main, en partageant de la vaisselle, en partageant les toilettes. Donc, les gens qui nous disent qu'ils ont contracté le VIH en s'assoyant sur le bol de toilette, c'est souvent, il y a probablement d'autres facteurs de risque. Euh, donc, euh, donc c'est ça. Quand on parle de partager la vaisselle, embrasser, tout ça, c'est sûr que tu sais, partager des brosses à dents, s'il y a comme une porte d'entrée, tu sais, un saignement, tout ça, c'est sûr qu'il peut y avoir un certain risque à ce niveau-là, par contre. Euh, c'est ça. Chez les personnes qui ont des infections transmissibles sexuellement autres, par exemple un ulcère, de l'herpès, une syphilis avec un ulcère, un chancre syphilitique qu'on appelle, c'est sûr que ça crée aussi des portes d'entrée, donc le risque de transmission du VIH de façon sexuelle, lorsque la personne a une charge virale qui est détectable, va être quand même plus significatif. Je vous présente ici les données du dernier guide de prophylaxie post-exposition, donc de PPE, qui ont fait quand même une revue de la littérature, qui ont recensé le niveau de risque de transmission du VIH en fonction des différents comportements sexuels ou non. Ce que vous voyez ici, c'est que ce sont les relations anales réceptives qui présentent le plus haut risque d'acquisition du VIH. Euh, Quand même, on va avoir ici 1,38 %, donc c'est quand même pas systématique, là. C'est le type de relation sexuelle qui présente le plus haut risque. Ce qu'on voit ici, un petit peu plus bas, c'est que les relations orales représentent un risque faible, voire négligeable. Puis ça va être surtout lorsqu'il y a une porte d'entrée ou tu sais, une lésion, des choses comme ça. Le risque de transmission du VIH associé au partage de matériel d'injection, on va parler de 0,63 %, alors qu'on voit que le risque d'acquisition de l'hépatite C, c'est quand même un peu plus important, donc 4,1 %. On a plusieurs différents tests diagnostiques pour le VIH. Je vais
passer un peu rapidement là-dessus parce que c'est peut-être un peu plus poussé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que on va avoir la charge virale qui peut être détectée aussitôt que 10 jours suivant l'exposition, donc suivant l'infection par le VIH. Ça va être la chose qui va être s'élever le plus rapidement dans le sang. L'antigène P24, donc qui est à la surface du virus, celui-là, il va devenir détectable dans les premières semaines suivant l'infection, habituellement entre les jours 14 et 22. Et par la suite, on va avoir l'apparition des anticorps. Donc, une fois que notre système a été exposé aux antigènes du virus, on va produire des anticorps. Puis les anticorps, ça peut prendre entre 3 semaines et 3 mois pour se développer. Donc, c'est pour ça qu'on parle ici du concept de la période fenêtre de 3 mois. Euh, Historiquement, on utilisait les tests de troisième génération, puis c'est encore les tests qu'on va utiliser dans les tests rapides, là. Je ne sais pas s'il y a certains organismes qui vont avoir des tests rapides sur place ou des choses comme ça. Ces tests rapides-là, ils vont rechercher seulement les anticorps. Donc, la période fenêtre va être particulièrement importante à garder en tête parce que c'est pas parce qu'un test est négatif maintenant que la personne n'a pas acquis le VIH à la suite d'une relation sexuelle survenue il y a 5 jours, par exemple. Donc, toujours important de considérer la période fenêtre puis de répéter le test 3 mois après. En laboratoire, ce qu'on utilise ici au Québec, et c'est le cas pour tous les laboratoires du Québec, c'est le test de quatrième génération qui va rechercher non seulement les anticorps, mais aussi l'antigène P24, ce qui fait en sorte que la sensibilité du test et la spécificité du test va augmenter beaucoup, aussi bien qu'on va réussir à détecter 96% des infections par le VIH à 3 semaines suivant l'exposition et presque 100% des infections à 3 mois, là. Donc, c'est le test qu'on va utiliser dans les laboratoires au Québec. La charge virale, vraiment la recherche du nombre de copies du VIH par millilitre de plasma, c'est un test qui est assez coûteux. Donc, c'est pas un test qui va être recommandé dans un contexte de dépistage, mais plutôt pour le suivi de l'infection par le VIH une fois celle-ci confirmée. Certaines exceptions peuvent s'appliquer, notamment si on a quelqu'un qui présente beaucoup de facteurs de risque d'acquisition du VIH pour lequel on veut mettre sous PrEP rapidement. La PrEP pourrait être un sujet à aborder lors d'une future capsule. Je n'avais pas le temps de rentrer dans les détails de la PrEP aujourd'hui, mais c'est un sujet super intéressant et qui s'applique à beaucoup de nos patients et de vos patients. Donc, par exemple, on va vouloir faire une charge virale pour partir la PrEP rapidement, ça pourrait être quelque chose qu'on pourrait faire. Mais en règle générale, on ne le recommande pas en dépistage. Euh, un peu plus poussé, notre laboratoire ici au CHUM utilise une trousse COBAS pour laquelle le seuil de détection de la charge virale va être de 13,2 copies et le seuil de quantification, donc à partir de combien de copies on commence à les décompter, ça va être de 20 copies. Donc, souvent, ce qu'on va voir sur nos résultats de laboratoire, ça va être charge virale du VIH, donc ARN VIH non détecté. Ça veut dire qu'on est en bas du seuil de détection de 13,2 copies. Par contre, lorsqu'on va avoir, par exemple, 15 copies, le laboratoire va nous retourner cette image-là, donc une charge virale inférieure à 20 copies. On voit ici que c'est écrit anormal. Par contre, il ne faut pas paniquer, ce n'est pas anormal. Ça veut simplement dire que le laboratoire a détecté du virus. Par contre, moins de 20 copies, donc il ne peut pas compter combien. Lorsqu'on va être en haut de 20 copies, en haut et égal à 20 copies, le laboratoire va nous retourner la charge virale en nombre, là, selon le nombre de copies par millilitre qu'il a détecté. Par contre, nos laboratoires sont quand même beaucoup plus précis, beaucoup plus performants. Lorsqu'ils vont dire non détecté, 13,2 copies, tout ça, c'est pas nécessairement ce qui corrèle avec le risque de transmission. Donc, à la suite de plusieurs études sur plusieurs participants dans des couples sérodiscordants, donc un partenaire vivait avec le VIH, l'autre non, qui avaient des relations sexuelles non protégées et suivies sur plusieurs années, tant chez les personnes, dans des couples homosexuels que hétérosexuels. Ce qu'on a vu, c'était que lorsque la charge virale était contrôlée en dessous de 200 copies par millilitre de sang, il n'y avait
aucun risque de transmission du VIH de façon sexuelle. Et lorsqu'on parle de aucun risque, ce n'est pas 0,001%, c'est 0%. Donc, ça a mené vraiment au développement de I égale I, qui est indétectable égale intransmissible, qui est vraiment un message important à véhiculer à nos patients qui vont souvent avoir beaucoup de stigmatisation auto-induite et aussi induite par le, le milieu social et culturel. Euh, donc, c'est vraiment quelque chose qui permet comme un peu de désamorcer cette inquiétude-là liée à la peur de transmettre le VIH. Donc, lorsqu'on est indétectable, c'est-à-dire en deçà de 200 copies par millilitre de sang, on ne transmet pas le VIH de façon sexuelle. Ce qui a mené donc le ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec à émettre cet énoncé de principe ou cet énoncé ministériel que lorsque la personne vivant avec le VIH prend un traitement antirétroviral tel que prescrit et que sa charge virale est inférieure à 200 copies par millilitre, mesurée à tous les 4 à 6 mois, il n'y a aucune preuve de transmission du VIH pendant des relations sexuelles orales, vaginales ou anales, et ce sans condom, donc non protégé. Par contre, la loi ne suit pas nécessairement ça. Elle est un peu en retard là-dessus. Euh, à l'heure actuelle, là, les implications légales en ce qui a trait au VIH, on se base encore sur une décision de la Cour suprême de 2012 qui stipule que une personne peut être déclarée coupable d'agression sexuelle grave, donc c'est quand même des offenses majeures lorsqu'elle omet de révéler sa séropositivité avant d'avoir des rapports sexuels et qu'il existe une possibilité réaliste qu'elle transmette le VIH. De manière générale, cette possibilité est écartée lorsque la charge virale de l'accusé est faible et que le condom est utilisé. Donc, il y a cette notion-là que la relation sexuelle doit être protégée. Donc, et ce qu'ils utilisent comme seuil de charge virale, c'est une charge virale inférieure à 1500 copies par millilitre. Donc, mal, on a par la suite eu d'autres données qui vont venir un peu infirmer ça, mais si on veut s'éviter tout problème, il faut que notre charge virale soit... et qu'on ne souhaite pas divulguer notre statut, par exemple, il faut que la charge virale soit indétectable et qu'on utilise le condom. Par contre, c'est ça. Donc, le système de justice pénale évolue à la lumière de I égale I. En 2018, on a vu la position ministérielle que je vous ai présentée tantôt, qu'en deçà de 200 copies, si on prend un traitement antirétroviral, même s'il n'y a pas de condom, pas de risque de transmission. Euh, Puis par la suite, en septembre 2019, il y a eu une position institutionnelle du directeur des poursuites criminelles et pénales qui a stipulé donc que des poursuites ne devraient pas être intentées lorsque la charge virale est indétectable, que le patient est suivi aux 4 à 6 mois, qu'il prend ses traitements tels que prescrits, et ce, même s'il ne divulgue pas son statut, il ou elle ne divulgue pas son statut, et même lorsqu'il n'y a pas de port de condom. Par contre, la, la personne peut quand même se voir, s'il y a une, la, son partenaire découvre sa séropositivité, peut quand même déposer une poursuite, entamer une poursuite et ça va quand même venir occasionner des stresseurs importants pour la personne vivant avec le VIH. Mais en théorie, des poursuites ne devraient pas être intentées ou retenues dans ces cas-là. Euh, Rapidement, je finis avec ça. Ressources pour les professionnels de la santé qui souhaitent se former en VIH. On a le Programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites qui organise plusieurs événements de formation. Ils ont des webinaires, ils ont des infolettres, donc vraiment une mine d'informations. CATI, qui est la source canadienne de renseignements sur le VIH et l'hépatite C. On a le portail VIH-Sida du Québec, qui est autant pour les professionnels de la santé que même pour les patients. C'est super bien vulgarisé. On y retrouve pas mal tous les concepts clés et tout ça. On va aussi avoir le guide québécois pour le suivi de l'adulte vivant avec le VIH. Ressources pour les patients. Première chose qu'il faut savoir, les médicaments antirétroviraux coûtent cher. Donc, les trois compagnies pharmaceutiques qui produisent des médicaments antirétroviraux
vont avoir des programmes de soutien aux patients, donc des programmes support qui vont venir couvrir les coûts des médicaments, souvent en totalité. Lorsque le patient est déjà assuré par la RAMQ ou des assurances privées, la compagnie pharmaceutique peut agir à titre de copayeur ou de copaiement, de coassurance, et donc venir ramasser ce qui n'est pas couvert par l'assurance du patient. Donc, ça aide énormément nos patients qui ont parfois pas les ressources pour se payer ces traitements-là qui sont très dispendieux. Pour les patients aussi, je vous présente certains organismes ici, mais le plus important, je pense qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est la Coxida qui a un service VIH Info Droit. Donc, pour les patients qui vont avoir des questionnements par rapport aux implications légales, de la divulgation, tout ça, c'est vraiment une ressource importante à leur véhiculer. Finalement, il existe des ressources d'hébergement pour les personnes vivant avec le VIH qui sont nées dans le temps où les personnes vivant avec le VIH, on n'avait pas les traitements qu'on a aujourd'hui, qui étaient souvent dans des situations de vulnérabilité. Je vous les présente ici. C'est des ressources ici à Montréal. Je ne suis pas au courant s'il y en a ailleurs au Québec, là, possiblement. Mais je vous ai mis les ressources qu'on a ici à Montréal. Donc, les messages clés pour aujourd'hui, VIH n'égale pas SIDA. Le SIDA, c'est vraiment le dernier stade de l'infection par le VIH, puis c'est vraiment lorsque il n'y a pas de traitement qui a été entamé après plusieurs années et lorsque les CD4 descendent en bas de 200 cellules par millilitre, par millimètre cube. I égale I, un autre message clé à retenir, indétectable égale intransmissible, s'applique à la transmission sexuelle. Le dévoilement de son statut n'est pas obligatoire lorsqu'il y a une relation sexuelle s'il n'existe pas de possibilité réaliste de transmission. Donc, ça, c'est la position officielle. Donc, ça veut dire lorsqu'il y a port du condom et une charge virale inférieure à 1500 copies, on n'est pas obligé de dévoiler notre statut. Par contre, aucune poursuite ne devrait être intentée lorsque la charge virale est inférieure à 200 copies, que la personne prend son traitement, qu'elle adhère à un suivi aux 4 à 6 mois, et ce, même en l'absence du port du condom, mais ça peut quand même être un processus anxiogène pour nos patients. Finalement, il existe plusieurs ressources, tant pour les professionnels de la santé que pour les patients vivant avec le VIH que je vous ai présenté. Donc, on va revenir au petit quiz. Donc, quel est le seuil de charge virale à partir duquel on peut parler d'indétectabilité du VIH? J'ai vu les réponses tantôt. Je pense que la grande majorité avait la bonne réponse. Donc, c'est 200 copies. Et finalement, vrai ou faux, lorsque la charge virale est indétectable, le risque de transmission du VIH par partage de matériel d'injection ou d'inhalation de drogue est nul. Je pense que les réponses étaient partagées, c'était 50-50. La réponse est faux. I égale I s'applique à la transmission sexuelle. On n'a pas suffisamment de données pour dire que I égale I s'applique à la transmission sanguine, par exemple, ou partage de matériel d'injection ou d'inhalation. On ne peut pas dire I égale I dans ce contexte-là. Donc, voici quelques références. Je veux juste finir avec ça ici. Si jamais il y a des enjeux, si vous avez des patients qui vivent avec le VIH, qui sont dans des situations financières précaires, par exemple, ou vous avez des questionnements par rapport à la thérapie antirétrovirale, tant pour les professionnels de la santé que pour les personnes des milieux communautaires, on a les pharmaciens de la CIVC du CHUM qui offrent un service téléphonique national, provincial, je pense, provincial, qu'on peut rejoindre si on a des questionnements par rapport à la thérapie antirétrovirale. Je vous ai mis les coordonnées ici, c'est dans les heures ouvrables, mais ça peut quand même dépanner lorsqu'on ne sait pas trop quoi faire avec certains patients. Donc, merci pour votre attention et on peut prendre une ou deux questions pour ceux qui ont le temps.